Salut, c'est Valentin, je suis ravi de vous accueillir dans le podcast Loop sur le triathlon, le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspiré et avoir des conseils sur différents sujets. Dans cette hors-saison, le but est de recevoir des acteurs du sport comme un coach sportif, un préparateur mental ou un nutritionniste par exemple. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroly, qui est entraîneur de sport d'endurance et qui est connu sous le nom de KS Endurance Training. Être performant sur Ironman, c'est tolérer la fatigue. Le souci, c'est qu'un athlète, il va aller faire un test. Alors, généralement, alors moi je suis totalement contre à chaque fois, je pense dans les écrits, ça doit se voir, mais quand on me parle de FTP avec un seul test de 20 minutes, ça me fait bondir, ça me fait sourire. Il vaut mieux aller courir 1h30 ou faire 1h30 de vélo plutôt que d'aller faire 1h30 de musculation. Caroly est un triathlète aguerri. C'est un réel passionné qui a envie de progresser et d'apprendre au quotidien. Il accompagne des triathlètes amateurs et professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs. J'ai décidé d'inviter Caroly car je suis régulièrement ses posts, ses articles de blog et ses retours avec ses athlètes. J'aime sa vision scientifique et individualisée de notre sport. Le but de l'épisode est d'avoir des notions de coaching, des astuces pour l'entraînement et surtout un regard poussé sur ce que j'appelle la science du sport. Hello Caroly, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, merci de l'invitation déjà. Caroly Spige, je suis responsable de la société KS Endurance Training depuis 2012 et triathlète depuis trop longtemps, depuis 1994, exactement, à l'époque des maillots de bain et du triathlon assez fun. Donc on va dire les débuts du triathlon quoi. Ouais, pas vraiment les débuts, mais ouais, un peu, ouais, c'est vrai que la connaissance avec voilà, faire le triathlon en maillot de bain, c'était assez fun avec des couleurs bien fluo qui tapaient bien. Voilà. Ok, bon, merci pour cette petite présentation et justement ça me permet de te demander, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ta carrière sportive déjà et aussi ta carrière d'entraîneur, comment tu es arrivé dans ce milieu-là et est-ce que ça a toujours été un objectif d'être entraîneur pour toi? Ouais, alors moi j'ai commencé, on va dire ado, par la boxe, essentiellement boxe américaine, boxe thaï, full contact, boxe française, pendant une dizaine d'années. C'était vraiment une passion. Je voulais devenir entraîneur en boxe et avoir une salle de musculation. Ok, Et en parallèle, j'ai découvert le triathlon parce que j'allais en vacances à Embrun. Et avec mon coach de boxe, avec qui je m'entends encore super bien, on s'est mis à courir et après, d'une chose en amenant une autre, je me suis mis au triathlon, tout ok. en maintenant la boxe en parallèle. Et je suis parti à Marseille, ouais, c'était fin 94 pour rejoindre une école pour devenir éducateur sportif. Surtout, il y avait un diplôme spécialisé dans l'haltérophilie et c'est là où j'ai commencé ma formation dans le domaine des sciences du sport. Voilà, parce que les cours étaient vraiment très axés sur la physio et j'ai tout de suite accroché et depuis, je suis toujours aussi passionné, donc ça va faire un paquet d'années. Ok, ouais, donc tu as toujours eu cette attirance-là envers le sport et le coaching qui se cache derrière. Et toi, en termes de triathlon, tu as commencé le triathlon en tant qu'athlète à partir de quel âge et tu as fait quoi comme style de triathlon? J'ai commencé à 17 ans, ouais. Surtout le duathlon parce que je savais pas nager et j'avais une phobie de la natation. Ok, Ça va mieux maintenant, mais c'est pas pour ça que je suis bon nageur. Mais j'ai commencé ouais, 17 ans, hein, duathlon. J'étais en vélo, ça marchait bien aussi. J'ai fait un peu national en vélo pendant un an. Mais j'ai toujours été attiré par le triathlon parce que le duathlon c'est sympa, mais je trouve que c'est moins fun que la pratique du triathlon. Et même si on n'aime pas la natation, ça change et ça fait faire autre chose. Après, il y a aussi le duathlon en France, il y en a quand même pas énormément. Voilà, j'ai fait une saison en D1 de duathlon et une autre saison en D2. ok, Donc voilà, sur les expériences. J'ai ma femme qui a fait aussi 2 saisons en D1 de duathlon. ok, J'ai été conseiller technique de la Ligue Franche-Comté Triathlon et pendant ce moment-là, j'ai entraîné une équipe féminine
de D1 en duathlon et une équipe féminine en D1 triathlon. OK, donc on va dire un beau passé dans cet univers-là et justement je me demandais en faisant différentes recherches, j'ai l'impression que tu te définis vraiment comme, entraîneur de sport d'endurance. Est-ce que tu as une spécialité triathlon ou est-ce que justement c'est que tu as différents athlètes qui ont donné cette image-là à ton coaching? Comment ça se répartit le coaching chez toi? Alors, bah, c'est vrai que j'ai une grosse connotation triathlon, enfin spécialement, 70.3, enfin half et Ironman. OK. Mais comme tu dis, ouais, je suis plutôt spécialisé, enfin pour moi, je suis dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance puisque, à partir du moment où tu commences à maîtriser le métabolisme, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied, en ski de fond, enfin dans toutes les disciplines qui touchent à l'endurance, ben, toutes les notions sont les mêmes, le corps agit à peu près de la même manière. Voilà, quand tu maîtrises tous ces aspects-là, génétique, biochimie et après, ben, tu peux entraîner dans tous les sports d'endurance. Bah, j'ai déjà entraîné en ski de fond. L'année dernière, j'ai eu un cycliste qui était en pro tour, que OK. j'ai reconverti là, il se lance sur Ironman, cette année et voilà. Après, c'est vrai que j'adore entraîner sur half et Ironman, mais j'entraîne aussi pas mal d'athlètes sur marathon, sur trail. Beaucoup des fois des triathlètes qui se reconvertissent dans le trail, ça OK et justement, sur tout cet aspect-là, j'avais, une question d'introduction un peu pour lancer ce podcast. C'est, est-ce que tout athlète a besoin d'un coach? Et si la réponse est oui, quelle est l'importance, du coach et qu'est-ce qui vient apporter justement, à chaque athlète? bah, alors comme je suis coach, je vais dire que tout athlète a besoin d'un coach. Malin. Non, pour être sérieux, oui, bah, alors c'est à peu près la même réponse, mais oui, tout athlète peut avoir besoin d'un entraîneur. Alors il y a plein de raisons différentes. Il y a les athlètes qui ont énormément de travail et qui, bah, du coup se reposent sur un entraîneur qui leur fait les programmes parce que c'est plus simple. Il a juste à suivre le programme d'entraînement, c'est moins de stress pour lui, qu'est-ce que je dois faire ce jour-là? C'est des gens qui sont vraiment timés, ils ont 1 heure, ce jour-là, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, donc là on casse bien. Donc pour eux, ça décharge le stress et à ceux qui veulent progresser pour atteindre un objectif, donc c'est aussi pas mal. Ça peut répondre vraiment à plein de personnes différentes et même si on élargit, des personnes qui ont du mal à se prendre en charge pour perdre du poids, ça peut être intéressant. Des personnes qui souffrent de maladies, métaboliques, ça peut être intéressant. Donc pour toute personne, ça peut être bien. Après, ça dépend aussi de la démarche qu'on a. Si on est autodidacte et qu'on préfère se le faire par soi-même ou pas. Moi, je sais que j'aurais jamais pu avoir un coach parce que je me remets tellement toujours en question tous les jours que ça aurait été impossible. Même moi, m'entraîner par moi, enfin m'entraîner moi, j'aurais pas aimé. Mais voilà, après, ouais, donc toute personne peut en avoir besoin. Tout dépend des objectifs et le caractère. OK. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cette introduction du coup et ça me permet de mettre un peu de sens à tout ça. Donc là, justement, le but, ça va être de comprendre, qu'est-ce que c'est le coaching? Quel est l'intérêt? Comment on le met en place? Comment toi tu travailles? Et puis après, c'est une nouveauté pour moi dans le podcast, c'est-à-dire que j'ai sollicité les auditeurs pour qu'ils nous posent des questions et là, on fera tout un focus sur la fin du podcast, justement sur leurs questions pour qu'ils puissent avoir, quelques éléments de réponse. Donc ça va être assez sympa. Et du coup, pour commencer, donc si j'ai bien compris, tu disais qu'il y a un réel intérêt d'avoir un entraîneur, et moi je suis en total accord avec ça. Mais justement, pour ceux qui n'ont pas d'entraîneur, est-ce que tu peux essayer de démocratiser comment fonctionne le coaching et comment ça fonctionne avec les outils? Quel est l'intérêt qui se cache derrière cet élément-là? Hem, alors moi, je vais te parler un peu de la méthode que j'ai parce qu'après, Ouais, tous les entraîneurs ne fonctionnent pas de la même manière. Donc ouais, chacun est différent et chacun amène quelque chose de toute façon. Moi, j'essaye vraiment de me baser sur l'individu. Donc enfin moi, tous les programmes, ils sont vraiment faits sur mesure. Je déteste le copier-coller. Je déteste réutiliser des programmes que j'ai déjà utilisés. Enfin, j'essaye de toujours évoluer. J'utilise l'application Nolio où il y a une banque de séances dedans et je dois avoir, j'avais compté la dernière fois, je dois avoir, plus de 2 000 séances différentes et ah oui, j'essaye vraiment d'avoir
plein de séances différentes pour amener toujours à l'athlète et les programmes, ils sont basés, sur les disponibilités de l'athlète. C'est-à-dire que je vais pas aller lui mettre 20 heures d'entraînement s'il peut en faire que 10. Ça servirait strictement à rien si ce n'est qu'il soit stressé tout le long de l'accompagnement à se dire: «Mais j'ai pas réussi à faire mon programme, ça va pas». Donc là, c'est vraiment se coller à ce que l'athlète peut faire et aussi lui donner des billes, des fois, je dis souvent aux athlètes que j'accompagne qui ont une famille, qui ont des enfants, une femme et tout, ou qui ont un mari, de faire attention parce que ça peut aller super vite et il y a quelques fois, enfin souvent des fois, je mets des jours de repos le samedi ou le dimanche pour que les athlètes puissent passer un peu de temps aussi avec leur famille. Même avec Yannick, j'essaye aussi des fois de le réfréner, pour qu'il puisse passer du temps avec sa compagne et parce que c'est important, c'est un équilibre de vie. Il y a le sport, c'est bien, mais après derrière, tu as la vie professionnelle, tu as la vie familiale et il faut tout équilibrer pour réussir, à être performant et atteindre ses objectifs. Donc du coup, si moi demain, par exemple, j'ai envie de me faire coacher, on va dire que, sur toute cette partie-là, tu prends vraiment en compte, donc mes problématiques, mon travail et cetera et ensuite, tu prends ensuite en compte, on va dire, tout l'aspect, atteinte de l'objectif avec l'athlète et tu essayes de comprendre toute sa vie ou ça se fait au fur et à mesure du coaching? Comment ça se passe? Bah, comprendre sa vie, on va dire que ça se fait au fur et à mesure du coaching, parce que j'essaye souvent d'être assez proche des athlètes. Il y en a souvent qui viennent même à la maison, bah, par exemple, lundi, j'ai Mathieu Bourgeois qui vient à la maison pour faire des tests métaboliques. Après à la fin du mois, j'ai Steven, Carla et François Schonners qui viennent pour, également pour des tests, mais aussi pour manger une raclette après. Donc, voilà, on essaye de développer une famille. Là, par exemple, bah, j'aurais dû aller au marathon de Valence avec eux, on était, ouais, 15 pratiquement du groupe. On avait loué une grande maison tous ensemble. Bon, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Je me suis fait opérer cet été, un souci au ventre. Je pouvais pas courir, j'aurais pas pu faire plus de 15 kilomètres, donc c'était un peu compliqué. Puis ça a été la période où j'ai acheté la maison en même temps et on a commencé les travaux dans la foulée, donc c'était impossible. Mais Ouais. c'est pour montrer, voilà, on crée une famille aussi et les athlètes, ils s'entendent super bien. Enfin, quand ils sont allés au championnat du monde 70.3, ils se sont vus s'entraîner ensemble. À Hawaï, ils étaient ensemble. Enfin, c'est vraiment, ouais, essayer de créer autre chose que faire que de l'entraînement. Il y a aussi toute une dynamique derrière, qui est assez cool. Voilà. OK. Et justement dans l'idée, que ce soit un triathlète qui arrive ou un triathlète qui progresse avec toi au fur et à mesure des années de coaching, tu gères comment l'équilibre entre, les 3 sports et peut-être 4? Je sais pas si tu inclus parfois, de la musculation, mais comment tu gères cet équilibre-là? Est-ce que c'est vraiment très personnel ou alors est-ce qu'il y a des datas, des bases que tu vas garder, pour chacun des athlètes? C'est hyper personnel. C'est vraiment, pour chaque personne, identifier, de toute façon, au tout début de la collaboration, ça commence toujours par des tests. Alors, j'ai beaucoup de tests et c'est vrai que des fois, ça peut faire peur, mais c'est le seul moyen pour vraiment connaître, le profil métabolique de l'athlète, le profil mécanique et jamais, se dire que, ben, il y a que le mécanique qui est important ou il y a que le métabolique. Je sais qu'en ce moment, voilà, on popularise beaucoup, l'utilisation du lactate. C'est tellement popularisé que les gens, ils l'utilisent, mais ils savent pas vraiment bien l'utiliser et on compare des données qui sont pas comparables. Ouais. Et après quand j'entends, dire, «Si je devais utiliser qu'une seule variable, ce serait, le lactate», bah, non, il y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à utiliser et j'irais même à dire, c'est le lactate, enfin, chez des athlètes, qui s'auto-coachent ou qui sont, coachés à distance, c'est peut-être la dernière chose à utiliser et la première chose, connaître aussi comment répond la fréquence cardiaque, parce que derrière la fréquence cardiaque, c'est tout le système nerveux autonome qu'on peut étudier et c'est le critère le plus simple et je le montrais la dernière fois quand on a fait les tests avec, Yannick, avec Carla Dahan et tout. Je leur montrais que, ben, un test lactate, c'est bien, on voit l'évolution du lactate, mais quand on le met en corrélation, donc j'avais utilisé aussi,
l'oxygénation musculaire et quand on met tout en corrélation, le témoin central, ça reste la fréquence cardiaque. Ok. Donc et c'est le plus simple à utiliser. Je crois que j'avais même vu une interview de, Eden qui en parlait en disant que, bah, pour lui, le plus important, c'était la fréquence cardiaque et c'est vrai que ça fait partie de la charge interne et c'est celle qui peut vraiment donner beaucoup d'informations. Ok. Et est-ce que t'as des règles justement pour les triathlètes qui sont pas passés encore à cette étape coaching? Par exemple, je sais pas, une séance qu'on appelle footing, récupération. Est-ce qu'il y a des datas de base qui disent, bah voilà, tu dois pas être au-dessus de 140 BPM? Est-ce qu'il y a des choses comme ça où on vient vraiment un travail qualitatif à faire en objectif de fréquence cardiaque ou pas? Non, alors si t'as pas fait de test, surtout ne pas donner une valeur, qui correspondrait à rien parce que, je vois par exemple, j'ai une athlète qui doit avoir, qui a plus de 60 ans et qui a encore une fréquence cardiaque à 195 battements par minute. Et à l'inverse, j'en ai qui ont 25 ans et qui ont une fréquence cardiaque à 145. Eh ouais. Donc, donner une valeur sans connaître l'individu, ça serait faux. Par contre, quelqu'un qui veut s'entraîner par lui-même, et ce qu'on on fait jamais, c'est l'outil le plus simple et le plus efficace, c'est la perception de l'effort. C'est-à-dire que le RPE, comme on appelle, c'est l'outil certainement peut-être même le plus efficace, c'est-à-dire écouter son corps, c'est le cerveau, c'est le gouverneur central. C'est vraiment ce qui est le plus efficace, mais on ne l'utilise pas parce que c'est pas fun, il y a pas de données associées derrière et ça fait moins, «Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui?» «Ah bah, j'ai fait une séance, RPE2». Ouais, c'est voilà, les gens: «Ah mais il y avait pas de fréquence cardiaque, il y a pas de vitesse, il y a pas de puissance». Bah non, j'écoute mon corps et c'est lui qui me fait progresser. Ouais. C'est très dur. C'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'après, sur cette partie-là, malgré tout, il y a toute une partie mentale, stress associé au travail à côté, à d'autres problématiques, qui peut avoir son impact sur le ressenti de l'effort aussi, quoi. Ouais, mais bah, même là, tu vois, par exemple, quand tu écoutes vraiment ton corps, c'est normalement, ça serait ce qui viendra en premier. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits par, Tim Nox dessus. Il y a Marc Aura aussi qui en parle et comme quoi voilà, c'est le ressenti qui devrait être utilisé en premier et le cerveau connaît exactement ce qui se passe dans ton corps et c'est lui qui envoie surtout dans les sports d'endurance parce qu'on a des afférences, au niveau enfin toutes les informations au niveau neuromusculaire et tout remonte et on a plein d'informations. C'est différent, par exemple, du foot où c'est pas les mêmes types d'afférences nerveuses qu'il y a. En foot, tu regardes ce qui se passe. C'est un traitement de l'information au niveau cognitif par rapport au jeu de balle et ainsi de suite. Alors qu'en course à pied, en vélo, enfin dans tous les sports d'endurance, sur les dominantes énergétiques, c'est vraiment cette afférence neuromusculaire qui va aller fournir l'information de ce qui se passe dans le corps au cerveau et le cerveau va mettre en place la stratégie pour soit prévenir toute atteinte à son système ou permettre d'aller plus loin dans l'effort. Ouais, ok. Mais parce que justement, moi, ça me fait poser des questions parce que c'est vrai que je trouve ça très intéressant, cette réflexion et de se dire, ok, on fonctionne en écoutant notre corps. Mais j'écoutais un podcast qui disait qu'en fait, ce qui pouvait parfois différencier, par exemple en ultra, des Kylian Jornet, de l'athlète amateur qui en fait fait 25e et qui s'entraîne tous les jours, c'est la sensibilité à la douleur. C'est-à-dire que sur un même point donné, ils n'ont pas la même sensation de douleur chacun. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a un, ça le bloque ou ça bloque pas. Est-ce que ça peut avoir un impact ou pas du tout? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai souvent rencontré des athlètes qui sont meilleurs à l'entraînement qu'en compétition, ce Ok, qui est toujours assez frustrant. ouais, Et ça, après, l'entraîneur, il a tout mis en place pour que l'athlète y arrive, il a tout validé à l'entraînement, et après, tout est dans les mains de l'athlète. C'est-à-dire que c'est à lui à performer et à essayer de sortir de cette problématique de cadenas, un cadenas mental qui l'empêche de se transcender en compétition. Et malheureusement, ça arrive, mais vraiment souvent. Et comme tu dis, et là je te rejoins, c'est que les meilleurs sont ceux qui arrivent à surpasser ce seuil de tolérance à la fatigue. Et bah, tu as plein d'athlètes qu'on pourrait voir
Je pense à un gars comme Blumenfeld, tu vois bien qu'il arrive à se dépasser. Moi, j'aime bien un gars comme Vincent Louis aussi, où on voit qu'il a un mental qui est quand même très fort, quoi. Il est solide. À l'inverse, tu pouvais voir des jeunes triathlètes français qui ont jamais réussi à passer l'étape de junior à senior parce que ben, mentalement, ça suit pas. C'est pas physiologiquement, parce que physiologiquement, ils étaient super forts en junior. Il n'y a pas de raison qu'ils soient pas très forts après en senior. Mais après, voilà, il y a des cannes mentales. Et l'athlète qui réussit, c'est celui qui a la meilleure disposition, on va dire, génétique, mais aussi au niveau mental. Parce que sans le mental, derrière, tu n'arrives pas à faire ça. Et c'est vrai que bah, Kylian Jornet, à mon avis, il a un mental de fou. Moi, je le retrouve sur une échelle comme ça. J'ai Yannick et Steven qui arrivent à chaque fois à sortir des courses énormes, qui sont même meilleurs que ce qu'ils font à l'entraînement, parce qu'ils ont un gros mental, quoi. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser au podcast que j'ai sorti juste avant avec Benjamin de Mental Attitude, qui disait qu'en fait, pour performer, il fallait justement mettre tout ça en place et que chaque élément se travaillait. C'est-à-dire que si physiquement on n'était pas prêt, mais mentalement on était, bah, on n'allait pas performer. Et à l'inverse, comme tu le dis, la partie mentale, si elle n'est pas travaillée, elle n'est pas présente, ça va être très compliqué d'aller chercher une performance, quoi. Mm. Ouais, puis la partie mentale, je pense qu'elle se travaille aussi le jour, enfin, dans ta vie, enfin, toutes les étapes par lesquelles tu as dû passer, ton travail. Enfin, je vois un gars comme Yannick ou même Steven, enfin, ils ont un travail à côté. Ils doivent chercher pour avoir des sponsors. Ils se lèvent à 7 heures du matin, Steven, pour aller s'entraîner. Quand je vois Yannick, il se couche à 1 heure du matin, après il se relève. Enfin, ça crée, ça forge le mental aussi, parce que tu sais par tous les sacrifices que tu as fait pour arriver là, et c'est quelque chose qui forge. Et c'est des athlètes qui, après, en compète, ils arrivent à se transcender, à l'inverse d'athlètes chez qui tout tombe tout cuit, et où bah, ils n'arrivent pas à se forger ce mental-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même très importants et très intéressants et qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure avec chaque athlète. Et je trouve ça intéressant que toi, en tant que préparateur physique, coach, tu aies aussi cette vision-là et que tu puisses accompagner tes athlètes sur différents points, quoi. Ouais, alors après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que on va dire que tout l'aspect mental, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Je me rappelle mes cours à la fac, c'était pas du tout ce que je préférais, tout ce qui était psychologie sociale, cognitive, et ainsi de suite. Mais après, il y a des spécialistes à côté. Bon, je sais qu'il y a Benjamin. Moi, je travaille beaucoup aussi avec Pierre Cochat. Quand ça dépasse tes compétences, il vaut mieux envoyer l'athlète voir quelqu'un qui sait faire, plutôt que de croire que tu sais tout faire. Et quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui fait rien de bien. C'est vrai. Donc, tu vois, là, par exemple, Yannick, on avait besoin d'avoir des menus au niveau nutritionnel et tout ça. Moi, je gère tout l'aspect stratégie nutritionnelle, mais je suis pas nutritionniste, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais concevoir une assiette, qui vais peser le nombre de grammes de glucides, de protéines dans une assiette, et tout ça. Donc là, on s'attache les services d'un nutritionniste, et ça permet d'améliorer la qualité de l'entraînement par lui-même, parce que derrière, il y a quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là, quoi. Parce que tu peux pas être compétent dans tous les domaines. Quand je vois des personnes qui sont entraîneurs, préparateurs mentaux, qui font du positionnement sur le vélo, je veux pas critiquer, mais enfin, c'est hyper compliqué d'être bon dans des domaines qui sont complètement différents, quoi. Et moi, je m'attache déjà à tous les aspects physio. Je vois, c'est 1 à 2 heures par jour de formation dans ces domaines-là. Mais enfin, je pourrais pas aller faire de la psycho à côté, ou faire du positionnement, de la biomécanique, parce que c'est complètement un autre domaine, et tu peux pas être compétent dans tout, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, voilà, il peut très bien y avoir des gens qui sont super bons et qui sont compétents dans tout. Ouais, c'est vrai, toi, je pense que tu as plus la vision et c'est là aussi que tu vas emmener tes athlètes de l'excellence dans un domaine et d'aller s'appuyer sur l'excellence dans chacun des domaines. Alors que c'est vrai que parfois on en voit, ils veulent plus chercher le juste milieu dans chacun des domaines et essayer de trouver un truc qui va faire l'affaire pour l'athlète. Donc c'est vrai qu'il y a différentes écoles, on va dire.
Oui, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Ça me permet de faire la petite transition sur. Tout à l'heure, on parlait de charge d'entraînement, que l'athlète il venait, soit il avait 20 heures, soit il avait 10 heures. Justement, toi, comment tu gères cette charge d'entraînement? Est-ce qu'un athlète avec deux athlètes avec le même objectif, mais une charge différente, c'est atteignable? Ou alors tu lui dis, bah non, finalement, en fait, là, tu n'auras pas assez de volume horaire et on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Comment tu gères un peu cette partie-là, toi, de ton côté? Hem, ça dépend des objectifs, mais si par exemple tu prends un gars qui est sur Ironman, Ouais, donc tu peux faire tout ce que tu veux. La qualité d'entraînement ne remplacera jamais le volume. C'est-à-dire que pour être performant, et toutes les études convergent là-dessus et moi toutes les données que je peux avoir des athlètes, les meilleurs athlètes sont ceux qui ont le plus haut volume d'entraînement. C'est-à-dire ok. tu peux être, par exemple, bon sur marathon et sur Ironman courir moins vite que quelqu'un qui court normalement nettement moins vite que toi à sec. Parce que derrière, tu as pas le volume d'entraînement nécessaire pour te permettre de courir vite un marathon sur distance Ironman. Ok, Et, et c'est là où tout rentre en jeu sur tout ce qui est seuil de tolérance à la fatigue. Et ce que je dis souvent aux athlètes, c'est que moi, quand on me parle de ouais, je veux améliorer ma vitesse, mais ben non, ta vitesse, si tu fais de l'ultra-endurance, de l'endurance, ta vitesse, mais ça veut rien dire du tout, quoi. Améliorer ok, la vitesse, c'est améliorer un système glycolytique qui va utiliser qui va utiliser les glucides en priorité pour être performant et qui a rien à voir du tout avec ce que tu vas faire en endurance et en ultra-endurance où tu vas avoir besoin des mitochondries qui vont être, au taquet pour amener, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire et être performant, sur Ironman, c'est tolérer la fatigue et j'ai pu voir là en reprenant, par exemple, Yannick ou en reprenant, Steven sur les Ironman qu'ils ont fait l'année dernière avec les marathons qu'ils ont courus. Steven a quand même couru en 2h40 sur marathon et j'ai repris, leurs 10 kilomètres à sec vs, les meilleurs pros sur distance Ironman et on voit que c'est eux qui ont le pourcentage, enfin le meilleur pourcentage de maintien si on compare le 10 kilomètres à sec avec le marathon Ironman. ouais. Et parce que ça, on le travaille, enfin, toute l'année, quoi. Toute Mais, l'année, on travaille ça. mais justement, tu parles de seuil de fatigue, mais justement, comment tu le définis, ce seuil de fatigue, assez simplement pour nos auditeurs? Depuis la semaine dernière, là, j'ai écrit une newsletter sur Substack et j'ai fait une newsletter sur la charge d'entraînement. Et dedans, j'ai commencé un peu à introduire le concept de baisse temporaire de la performance. C'est-à-dire que le souci, c'est qu'un athlète, il va aller faire un test. Alors, généralement, alors moi je suis totalement contre à chaque fois, je pense dans les écrits, ça doit se voir, mais quand on me parle de FTP avec un seul test de 20 minutes, ça me fait bondir, ça me fait sourire. Mais il faut se dire que généralement, l'athlète, il va faire un seul test. Alors, on va dire dans le meilleur des cas, il va faire le 20 minutes, et dans le pire des cas, il va faire un 5 minutes en pensant qu'avec les valeurs d'un 5 minutes, il va réussir à avoir ses capacités pour un Ironman qui va durer entre 9 heures et 12 heures, voire 15 heures pour certains. Donc c'est complètement illusoire de penser qu'avec un seul test sur 5 minutes, voire sur 20 minutes, on va déceler le niveau de fatigue qu'on va pouvoir générer. C'est bien d'être bon sur 5 minutes ou d'être super fort sur 20 minutes, mais sur Ultra Endurance, désolé, mais ce n'est pas le critère essentiel. Donc le critère essentiel, c'est de définir, par exemple, ton 20 minutes, ok, tu fais un 20 minutes, mais tu fais ton 20 minutes après avoir fait 3 à 4 heures de tempo juste avant. Et là, tu vas voir que ton 20 minutes, c'est pas du tout le même, parce que tu as une baisse temporaire de la performance pendant l'effort. Et c'est cette baisse temporaire de la performance qu'il faut évaluer pour l'améliorer. Il y a des athlètes qui vont être capables de perdre que 5% de leur puissance sur 20 minutes après avoir fait 3 heures de tempo. Et Ok. alors que d'autres, ils vont perdre 20-30%. Enfin, moi, j'ai pu voir des choses où il y en a, ils perdent, mais c'est énorme, quoi. Et c'est là où tu vois ceux qui perdent le moins, et c'est ceux qui sont les plus performants sur endurance et ultra endurance. Donc, c'est cette partie-là qu'on bosse, quoi. Le seuil de fatigue, si j'ai bien compris, c'est vraiment en fait à partir d'un instant T, qui est souvent assez long, comme tu disais, après 3-4 heures de tempo,
combien l'athlète et du coup son corps va perdre en performance par rapport à s'il venait de le faire là en tout début d'entraînement, quoi. C'est Ok. ça. Et c'est ça que tu viens mesurer. Oui, c'est exactement ça parce que bon, il y a eu pas mal d'études là de Maunder, Place, et puis plein d'autres. Enfin, là, il y a Léo Sprague, hein, qui en parle aussi en cyclisme. Et ils ont pu montrer par exemple que enfin, il y a une grosse mode où on parle beaucoup de SV2, même si je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui confondent SV2, qui est un seuil ventilatoire qu'on étudie en laboratoire avec les échanges gazeux, avec un truc sur le terrain qui n'est pas du tout du SV2, qui se rapporterait plus à du seuil lactique. Et beaucoup qui confondent aussi seuil lactique avec intensité, puissance, vitesse critique, qui sont deux choses aussi différentes. Mais donc ils se sont aperçus que le SV2 que tu mesures de manière isolée et le SV2 qui mesure en état de fatigue est différent. C'est-à-dire Ok. que au bout d'un moment, tu vas demander à ton athlète de s'entraîner à un pourcentage d'un indice. Donc que ce soit n'importe quel indice, hein, que ce soit la puissance critique, et encore que la puissance critique, quand tu la travailles bien, tu arrives à définir des bons indices. Mais ton SV2 est modifié, le seuil lactique est modifié. Alors, si je parle de la VMA et PMA, alors là, c'est même une catastrophe parce que c'est l'indice sur 5 minutes, il est plus du tout valable. Donc, du coup, tu vas demander à ton athlète d'aller faire une séance d'entraînement qu'il va pas être capable de réaliser parce tu vas plus être sur les mêmes intensités puisque tu vas avoir développé de la fatigue avant. Donc, Ouais. c'est tous ces aspects-là qu'il faut définir. Alors moi, je travaille depuis 2012 avec l'intensité critique parce que justement, je cherchais quelque chose de différent parce que je ne croyais plus du tout à la VMA ni à la PMA pour avoir Ok. vu, ben, pour l'expérience de terrain. Et pourtant, j'ai été formé par Georges Cazorla qui a créé le test VAMEVAL. Et j'ai dû faire passer, quand j'étais conseiller technique pendant 7 ans, j'ai dû faire passer je sais pas, peut-être 500 athlètes sur des tests VMA. Et quand tu te rends compte que des personnes qui viennent par exemple de la boxe, du foot, sont capables d'aller beaucoup plus vite que des marathoniens. Moi, j'avais une marathonienne que j'ai entraînée qui faisait 2,50 au marathon et qui courait plus vite son marathon que ce qu'elle faisait sur un test VMA, quoi. Eh ouais. Et à l'inverse, j'ai entraîné des tennisman et des boxeurs qui étaient capables d'aller super haut, mais ils tenaient pas du tout à l'entraînement. Donc tu vois bien qu'il y avait des biais dans toute cette méthode, et j'ai cherché des méthodes qui pouvaient apporter autre chose. Et il y avait un groupe de travail européen sur l'intensité critique, vitesse, puissance, avec Jeanne Decker en Angleterre, que j'ai fait venir en France sur un séminaire d'entraîneurs à Aix-en-Provence, et qui nous a présenté l'utilisation de l'intensité critique, comment la mettre en place en natation, en vélo, course à pied, et comment définir la pente de relation, et l'utiliser, parce que ce seuil de tolérance à la fatigue, c'est l'intensité critique. C'est cette intensité critique que tu définis qui va réussir à te faire calculer, parce que quand tu dépasses cette intensité critique, tu commences à travailler sur de la fatigue. Ok. Donc sur le principe, comme on appelle le W prime BAL, où quand tu définis ta batterie énergétique, tout ce qui passe au-dessus de ton intensité critique va réduire ta batterie énergétique. Et du coup, en travaillant autour, tu améliores ce seuil de tolérance à la fatigue. Ok. Et chose que tu n'arrivais pas à faire au début juste en utilisant la VMA et on va dire la FTP, quoi. Non, alors il y a eu, enfin moi je suis passé par plusieurs étapes, hein. Les premiers entraînements, j'ai commencé à entraîner en athlétisme, hein, en 1999, fin 99, où j'étais sur j'ai tout appris, j'ai fait 100 en hauteur, 100 en longueur, sprint et après demi-fond. Mais ça m'a été vachement utile parce que du coup ça a permis d'apprendre tout ce qui était le travail de pied. Et de là, j'utilisais voilà, beaucoup la VMA. Et j'ai lu le livre de Véronique Billat qui commençait à introduire justement un peu le concept de puissance critique. C'était dans les années 2000, début des années 2000, avec son livre qui a fait vraiment référence, où elle montre que il fallait que tu fasses ton test VMA, on va dire sur 5 minutes, et après tu fasses un test de maintien de cette VMA. Et par exemple, tu maintiens 8 minutes, et là, donner un protocole d'entraînement où tu faisais 5 fois la moitié de ton temps de maintien. Donc tu tiens par exemple 8 minutes, et à l'entraînement, il fallait que tu fasses 5 fois 4 minutes
à cette intensité-là, OK. avec un ratio 2-1, donc la moitié du temps de récupération par rapport au temps de travail. Et du coup, j'ai testé ça sur moi, parce qu'à chaque fois que j'ai des nouvelles méthodes, je les teste d'abord sur moi avant de les donner aux athlètes. C'est bien, c'est sympa. Et du coup, voilà, j'ai fait ça, ça m'a permis de bien m'améliorer. À cette période-là, je devais être en 37 minutes ou 36-50 sur 10 kilomètres. Je suis passé en 35 minutes. OK. Et après, j'ai encore progressé. Je vois, j'étais en 16 minutes aux 5000. Et, et donc, c'était vraiment une méthode que j'ai trouvée super efficace. Donc, j'ai commencé à faire passer tous ces tests-là. Donc, c'était vraiment pas simple parce que tu faisais d'abord passer un 20 méval ou un tube 2, comme on appelle, enfin un test progressif maximal. Ouais. Et ensuite, tu prenais ta vitesse, enfin la vitesse maximale aérobie qui était définie par ce test et tu faisais tenir le plus longtemps possible à la tête. Mais du coup, il fallait tout mesurer parce que du coup, tu mettais un plot tous les 50 mètres. Ah ouais. Et je sifflais pour que l'athlète il tienne vraiment l'intensité cible. OK. Qu'ils la maintiennent tout le temps, parce qu'il Ouais, fallait pas qu'il ait, on qu'il va dire, soit plus vite, soit moins ouais, vite. Donc on était fatigue vraiment, constante. voilà, donc on va dire en termes de simplicité, c'était quand même pas facile. Ouais. Moi, quand je le faisais enfin, sur moi-même, je prenais un baladeur. En plus, à l'époque, on n'avait pas on n'avait pas d'iPod ou quoi que ce soit. Donc j'avais mon baladeur où j'avais fait un pré-enregistrement d'une bande avec un logiciel. Et donc j'avais mon baladeur, j'avais mis les plots et je faisais ça autour de la piste. OK. Et donc, ouais, non, cette méthode, elle marchait super bien. Et du coup, j'ai cherché encore à progresser là-dedans. Donc, c'est là où j'ai trouvé la puissance et la vitesse critique. J'ai même fait un DU avec Véronique Billa, du coup, pour en apprendre plus aussi sur ces démarches-là. Et bah voilà, c'est tout ça qui m'a construit, mais beaucoup de construction aussi parce que d'un côté, tu as la théorie, mais la théorie, c'est bien de la mettre en pratique. Ouais, Et c'est il y a sûr. des choses que j'utilise pas parce que sur le terrain, ça marche pas. Et parce des fois, il faut faire attention, les études scientifiques, c'est qu'il y en a beaucoup qui pipotent un peu les chiffres et Ouais. où ils disent que ça marche et qu'au final, ça marche pas quand tu testes. Donc, c'est bien de confronter et la théorie et la pratique. Et voilà, enfin, moi, c'est vrai que j'ai été vraiment imprégné par ce concept d'intensité critique. Et quand tu lis vraiment, enfin, il y a énormément de travaux dessus, hein, parce que bon, c'est Monod et Scherrer qui ont créé ça, c'est dans les années 60. Et là, c'est encore utilisé par Jones. Par exemple, le record du monde de Kipchoge sur marathon, Ouais. c'était avec l'intensité critique, hein, vitesse critique. Le, Paula Radcliffe, quand elle a fait son record du monde sur marathon, sur 2h16, enfin, elle a toujours été suivie par Jones avec la vitesse critique. L'avantage de la vitesse critique, c'est que tu peux définir, par exemple, moi, les gars qui sont allés faire le marathon, à même pas une minute près, j'avais leur temps parce que tu utilises la pente de relation que tu as entre un 10 km et un semi et tu arrives à trouver le temps que tu vas mettre sur marathon, quoi. OK. Et après, tu viens le travailler à l'entraînement avec les mêmes datas, quoi. C'est ça. Donc OK. c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est une des valeurs les plus intéressantes et les plus accessibles sur le terrain parce que tu vois, par exemple, tout ce qui est seuil lactique et tout, c'est top, mais le souci, c'est si t'as pas un entraîneur qui est à côté de toi pour te prendre le lactate, moi, si tu le fais Ouais. par toi-même, c'est hyper chaud, quoi. Moi, je sais, je le fais par moi-même. Déjà, tu le fais sur tapis roulant ou tu le fais sur home trainer. Il faut que tu sois hyper strict parce que sinon, si tu mets pas des gants, si tu nettoies pas bien ton doigt, si tu prends pas la deuxième goutte et ainsi de suite, tu vas avoir des valeurs qui sont complètement Ouais. fausses. Donc il faut être bien formé sur l'utilisation du lactate. Et ça, à distance, c'est pratiquement infaisable, alors que la vitesse et la puissance critique, c'est quelque chose que tu peux mettre facilement en place avec les athlètes et ils adhèrent et ils comprennent exactement ce que c'est, quoi. Et du coup, sur cette partie-là, on va dire, puissance critique, vitesse critique, il y a un protocole à respecter ou alors, toi, tu as fait, différentes recherches et du coup, tu as défini un protocole bien clair? Ouais, normalement, tu dois utiliser 2 à 3 données entre 3 et 15 minutes. OK. Donc ça, c'est la définition. Il faut savoir que la définition de l'intensité critique, normalement, c'est la valeur que tu peux tenir indéfiniment. OK. Alors que dans les faits, la puissance vitesse critique, c'est entre 45 et 60 minutes selon les athlètes OK. que tu peux la tenir. Et alors moi, c'est vrai, avec les cyclistes, par exemple, j'utilise une modalité avec 3 points.
Donc je fais 3 minutes, 7 minutes, 15 minutes. OK. Et avec les triathlètes spécialistes de la longue distance, je suis plutôt sur 5 et 20 minutes. Alors je suis pas dans le range qu'ils donnent parce qu'ils disent qu'il faut pas être au-dessus de 15, mais je préfère utiliser sur 5 et 20 minutes parce que c'est plus proche de l'effort qu'ils vont avoir à faire, et je fais même jusqu'à 1 heure. Donc je fais 5, OK. 20 minutes, 1 heure, et j'ai aussi un protocole de test où ils ont 4 heures à faire avec le 20 minutes à la fin de la séance, parce que juste avant, il y a une séance. Donc ça, c'est pour, comme on parlait tout à l'heure, pour le seuil de tolérance à la fatigue. Et même chez les marathoniens, j'utilise le 10 kilomètres et le semi-marathon. Donc tu vois, on est loin OK. des 3, entre 3 et 15 minutes. Donc tout dépend de la population que tu as et des objectifs qu'ils ont. OK. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez poussé et du coup, tu vas faire, on va dire, tu vas t'adapter à chaque athlète. Mais je pense qu'aussi, la majorité des gens qui vont nous écouter, utilisent encore, la notion de VMA et cetera. Donc si j'ai bien compris, ça a quand même son efficacité, ça a ses limites et du coup, il y a différentes steps aussi dans la progression et dans l'excellence dans l'entraînement, quoi. Pour moi, la grosse limite que ça a, c'est que, bah, déjà, quand tu es dans les sports endurance, généralement, les gens, tu es quand même moins performant sur toutes les aspects vitesse. Donc tu vas obtenir une vitesse qui va souvent, des fois, pas être cohérente avec ce que tu es capable de faire. Et le gros souci avec la VMA, c'est que souvent les mecs, enfin les athlètes, ils vont vouloir aller faire des séances bien au-delà de leur capacité. Quand je vois des athlètes courir sur une piste de 200, enfin j'en ai vu beaucoup qui étaient en 35 minutes, en 35 secondes, donc ça fait du 20 km/h, et qui en compète atteignent difficilement les 40 minutes sur 10 km. Ouais, Donc ça veut dire que c'est du 15 km/h. Tu te dis, mais à quoi ça sert d'aller faire du 20 km/h? Oui, ça fait plaisir, hein, mais déjà, tu risques de te blesser. Et en plus, enfin, les athlètes, des fois, j'en ai vu beaucoup qui étaient contents d'avoir progressé sur des 200 ou sur des 30-30. Et au final, ils comprennent pas, mais je comprends pas, j'ai fait un 10 km, j'ai pas progressé. Bah ouais, parce que si tu t'entraînes pas du tout la même chose, quoi. Donc, ouais. c'est normal. Donc, toi, en gros, tu induis que l'athlète, en fait, finalement, s'il vient travailler des 10, des semis, etc., ça sert à rien qu'il aille travailler sur des intervalles trop courts pour risque de blessure et aussi pour risque de non-amélioration, en fait. C'est ça, ouais. Et est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que c'est, par exemple, toi, tu te dis pour tes athlètes, ils vont pas faire moins d'une minute, pas faire moins d'une minute 30 en série, etc. Ou alors ça dépend toujours pareil de l'athlète et de la performance qui est recherchée? Moi, ils font rarement en dessous de 2 minutes. Ok, Donc il y a eu pas mal de travaux, il y a des travaux de Joyner qui sur des méta-analyses et tout, qui ont défini, voilà, pour tout ce qui est, amélioration dans les sports d'endurance et tout, des intervalles inférieurs à 2 minutes ne sont pas vraiment utiles. Voilà. ok, Donc après, allez, on va dire ce qui pourrait être défini comme une bonne, accumulation d'intensité, une bonne relation, ce serait sur le 5 minutes, 4 à 6 fois 5 minutes avec une récup de la moitié, donc 4 à 6 fois 5 minutes ouais, avec 2,30 de récup. Voilà, ça serait des choses qui sont pas mal. Et après, tout dépend de ce qu'on met en place. ouais, avec l'athlète, Voilà, c'est ce ouais. qu'il vise, etc., quoi. Moi, je fais souvent maintenant, j'utilise beaucoup des très longues séries. Donc, Ok, ou des fois, la séance par elle-même, elle fait entre 10-15 km, tu vois? ok, 2 séances, hors, échauffement et récupération. Donc voilà, enfin, tout dépend de l'athlète, de son profil. Il y a pas de cas précis, quoi. ok, Après, c'est vrai que des fois, je garde des séances, alors en vélo, pas en course à pied, mais en vélo, des 30 secondes, récup 15 secondes. Par contre, ils en font 60 fois, donc au final, heu, au final, ça fait que, bah, du coup, ils vont pas aller, trop fort parce que sinon ils tiendraient pas. C'est plus pour, briser la monotonie que pour, que ouais, ça amène réellement quelque chose de précis. ok. Voilà. Mais justement, comment, parce que là, rien que de parler de quelques séances, on voit l'effort qui peut se cacher derrière pour l'athlète. Comment tu gères cette fatigue globale? Est-ce que tu travailles par bloc de 3 semaines de charge, une semaine de récup? Est-ce que tu as un suivi au quotidien? Comment tu le suis? Comment ça se passe sur cette partie-là? Ouais, bah, pareil, ça c'est toute l'expérience.
toutes ces théories sur l'entraînement sur, 3 semaines, récup 1 semaine, je les ai utilisées en tout début quand j'étais entraîneur et Ok. que je me suis vraiment aperçu que ça marchait pas enfin, toutes ces théories où, bah, l'hiver, il faut faire de la basse intensité, après on augmente l'intensité, et les phases de préparation générale, préparation spécifique et tout. Au final, de l'avoir utilisé pour moi-même et pour les autres athlètes, je me rendais compte qu'il y avait certainement mieux à faire et je me suis vraiment beaucoup axé sur tous les travaux qui se font en Norvège, essentiellement tout le côté norvégien, côté anglo-saxon, les Canadiens sont pas mal. Donc eux, il y a Saylor qui a défini, la pyramide des pratiques avec, ce qu'on a vraiment la Saylor hiérarchie, ce qu'on a vraiment besoin et il a vraiment mis en évidence que les cycles, de 3 semaines, récup 1 semaine, ça repose sur des travaux qui ont jamais été validés. C'était, avec Matt Vave sur la charge d'entraînement. Dans les années, 60, au moment du bloc, soviétique avec pas mal derrière de dopage, on va dire. Ok. Et donc tout ça n'a aucune justification. Ils ont fait pas mal d'études en mixant, les séances d'entraînement où ils ont pris 3 groupes. Donc Saylor a pris 3 groupes d'entraînement, leur ont fait faire, différentes modalités pour voir si vraiment tu avais besoin d'avoir d'abord la base aérobie, ensuite, l'intensité moyenne, ensuite l'intensité forte et ils ont tout mixé. Ils ont fait aussi des athlètes à qui ils ont fait commencer, le début de l'entraînement à haute intensité et pour le finir à basse intensité et d'autres groupes où ils mixaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient et de la basse et de la haute et de la moyenne intensité et ils se Ok. sont aperçus, bah, que ça changeait pas grand-chose, voire même rien du tout et qu'il n'y avait pas de justification. Après quand on va encore autre chose, il y a les travaux de Gabet sur les ratios de charge qui ont montré que, bah, le fait comme ça d'augmenter, progressivement sur 3 semaines, ensuite réduire sur 1 semaine, c'est le meilleur moyen pour que l'athlète il se blesse et Ok. ce qui est le plus important, c'est de garder une charge, consistante et régulière. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire avec les athlètes, c'est toute l'année, on a une charge qui reste stable, le plus stable possible pour, justement, prévenir toutes ces blessures et tout. Donc je croise les doigts, j'ai, très peu de blessures dans le groupe. Quand j'en ai, c'est souvent, bah, soit une chute, soit des fois, bon, souvent les infections ORL l'hiver qui arrivent souvent ou quand l'athlète, il décide de faire des changements, sans vraiment t'en parler. Du style là, un athlète qui s'est blessé, en changeant de chaussures, en prenant un drop de 0, enfin en passant de drop de 5 à drop de 0, qui l'a blessé, quoi. Voilà et donc qui vient pas de l'entraînement, mais qui vient d'un souci, on va dire Annexe. mécanique. Ouais. Voilà. Donc c'est ces aspects-là sur lesquels il faut surveiller. C'est-à-dire, moi j'essaie vraiment, voilà, comme j'ai dit, avoir une charge stable toute l'année avec le suivi donc de la HRV, de la charge d'entraînement donc externe. Externe, c'est tout ce qui est, le volume, c'est-à-dire kilométrique, durée. La charge interne qu'on peut quantifier en prenant la charge externe et plus le RPE qu'on multiplie ensemble pour avoir la somme des RPE. Ouais. Ou aussi, bah, voilà, les apports d'études de la réponse cardiaque, la HRV, tous ces petits indices qui vont faire qu'on arrive à garder cette charge, stable tout au long de l'année. Justement, la petite notion de HRV, est-ce que tu peux l'expliquer pour nos auditeurs de façon un peu démocratisée et de voir toi comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises cette notion-là? Ouais, alors la HRV, c'est, la variabilité de la fréquence cardiaque, hein. On va le faire en français, VFC, ça va changer et quand par exemple on a 60 battements par minute, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un battement par seconde, mais que c'est la durée qui s'écoule entre chaque battement varie et cette variation, donc c'est la variabilité de la fréquence cardiaque et en l'étudiant cette variation, on peut, étudier le fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il fonctionne avec 2 branches. Une branche qu'on appelle parasympathique qui va ralentir les fonctions de l'organisme. Par exemple, une baisse de fréquence cardiaque, c'est une prédominance de la fonction parasympathique du Ok. système nerveux. Une hausse de la fréquence cardiaque, ça va être une dominante avec la branche qu'on appelle sympathique qui, elle, va accélérer les, réactions de l'organisme et c'est l'équilibre entre ces 2 branches qui va permettre
permettre de voir si l'athlète assimile bien l'entraînement ou pas. Voilà. Ok. Ok, donc du coup, sur cette HRV, est-ce que toi, tu la mesures en instantané ou est-ce que tu la mesures le matin au réveil? Comment tu travailles avec cette donnée-là? Alors, j'avais été formé à la base avec Laurent Schmitt sur les apports, on va dire, un peu complexes de la HRV avec des tilt tests où tu dois rester allongé, après tu dois te mettre debout, tu Ouais, étudies le spectre et ainsi de suite. C'est hyper compliqué et très contraignant pour l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète, au début, le fait et au bout d'un mois, ben, c'est fini, il n'y a plus personne qui le fait, quoi. Même toi, ok, sur les analyses, c'est hyper complexe. Tu dois le mettre sur Cubios, après, tu dois tout regarder et tout. Enfin, c'est compliqué. Et il y a eu des études là qui sont sorties super intéressantes. C'était 2019-2020 avec bah, un peu la même chose, un peu que le fait d'avoir une charge stable. Bah, là, c'est d'avoir une HRV stable. Euh, ok, Plus ta HRV elle est stable et mieux c'est. C'est-à-dire que tu restes dans une moyenne. Et dès que tu sors de cette moyenne, si tu passes au-dessus, c'est-à-dire moi j'utilise le RMSSD, donc le RMSSD, ça évalue surtout la branche parasympathique. Et ça a l'avantage par rapport aux méthodes qui étaient on va dire spectrales, comme on appelle, enfin, qui peuvent être proposées, on va dire, à la base sur la HRV, qui avait le souci, c'est que dès que tu changes ton schéma respiratoire, ça a une influence sur la HRV. Là, ouais, le RMSSD, il est moins influencé par les schémas respiratoires. ok, Et en plus, il se mesure de manière courte. Donc, moi, j'utilise 1 minute avec c'est HRV for Training. Donc, j'utilise tous les matins avec les athlètes sur une mesure régulière. ok, Donc, c'est ce qui est vraiment important parce que si tu l'utilises pas tous les jours, donc comme c'est une mesure qui est courte, ouais, pour avoir vraiment une consistance, il faut que tu aies au minimum 30 jours de données et qu'après, tu aies tous les jours une mesure. Parce ok, que sinon, tu vas passer à côté de détails qui sont assez importants. Donc, voilà. ok. Et après, tu viens corréler ça avec l'entraînement, la vie de l'athlète, etc., quoi. Ouais, bah toujours derrière. Alors, ce qui est bien avec cette application-là, parce que moi, c'est une chose que j'utilise beaucoup, c'est le wellness. Donc, c'est comment tu te sens le matin, ton niveau de stress. Donc, tu corrèles ça et tu corrèles aussi avec la RHR qu'on appelle. Donc, c'est la fréquence cardiaque de repos, qui, Ouais, qui est différente de la fréquence cardiaque de récupération. Enfin, la fréquence cardiaque, les Américains, les Anglo-Saxons, ils appellent ça RHR. C'est la fréquence cardiaque le matin au réveil, ouais, qui est différente de la HRR, qui elle est examinée en fin d'entraînement. Voilà. ok, Et enfin, les deux sont utiles. Et là, par exemple, sur le cas de la HRV, c'est important d'avoir et le RMSSD d'un côté et RHR de l'autre, parce que tu fais de la corrélation entre les deux. Des fois, c'est pas parce que tu as un RMSSD élevé, mais si ta fréquence cardiaque elle reste basse, enfin, de repos, c'est tout ça qu'il faut faire des analyses comparatives. Et voilà, c'est ce qui est intéressant à étudier, qui peut être complexe. Alors, c'est vrai que des fois, les applications, j'ai l'athlète qui me contacte, il me dit: «Ah, je suis dans le orange aujourd'hui». Je fais: «Ouais, mais c'est pas grave», parce qu'après, il faut regarder d'autres critères. Et voilà, la HRV, c'est bien, mais après, c'est aussi complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu le fasses tous les jours. Dans l'idéal, ce serait tous les matins à la même heure. ouais, Parce que dès que tu changes d'heure, ben, comme il y a les cycles circadiens, ça fait que t'as jamais tu peux ne pas avoir les mêmes réponses. Il ok, faut aller aux toilettes avant de prendre ta mesure, parce que la HRV, à la base, ça a été développé pour les personnes qui sont incontinentes urinaires. Donc, dès que tu as la vessie qui est pleine, bah, ça a une influence sur ta variabilité cardiaque. Donc, c'est ok, c'est tout ça qu'il faut savoir. Après, tu as des mesures de corrélation. Euh, En gros, qu'il faut regarder tous les jours parce que des fois, dans les sports d'endurance, tu as une prédominance du parasympathique.
Ouais. Donc il va baisser la fréquence cardiaque et au bout d'un moment, tes enregistrements, tu dois plus les faire allongés, mais tu dois les faire assis, sinon tu as pas des bons résultats de HRV. Donc c'est à partir de ce moment-là, on voit que un entraîneur formé dans le domaine est important parce Ouais. que c'est pas évident de maîtriser tous ces aspects-là parce que sinon voilà, comme je dis souvent, c'est bien de vouloir comparer des choses, mais quand on commence à comparer des choses qui sont pas comparables, ça devient compliqué, quoi. C'est sûr que là-dessus, ça fait beaucoup de data, beaucoup d'infos et de connaissances à avoir. Et c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses, à mon avis, entre les lignes qu'il faut être capable de lire avec l'expérience et la formation, quoi. Oui, c'est ça. Donc des bons sujets. Bon, on va essayer d'axer la partie vraiment questions auditeurs. Moi, Ouais, j'avais encore plein de questions, mais on va essayer d'avancer là-dessus. Puis je pense que dans ces questions-là, tu vas répondre à mes questions. ouais. La première, c'est celle de Marine qui dit en fait, elle est triathlète amateur et elle demande, pour l'instant, elle se fait pas coacher, mais quels sont les grands principes à suivre dans l'entraînement entre basse intensité, moyenne et haute intensité. Comment elle gère ça dans sa semaine à peu près sur ses sports? Ah! Alors là, ça va être compliqué à répondre. Il y a plusieurs mois en arrière, je t'aurais répondu plus facilement que ce que je vais te répondre maintenant. Elle va être contente, Marine. Alors, parce que là, justement, je suis en train d'écrire un article sur le sujet Ok. et du coup, je vais essayer de recentrer mes idées parce que, c'est pas simple. C'est-à-dire que donc on entend tous parler de polarisation d'entraînement, d'entraînement pyramidal, d'entraînement au seuil. Voilà, donc l'entraînement polarisé, donc ça a été défini par Seiler, donc où on doit passer 80% de son temps d'entraînement à basse intensité, 5% environ de son temps d'entraînement à intensité moyenne et donc 15 à 20% à haute intensité. Donc ce sera un modèle à 3 zones. Après, tu as le modèle pyramidal où on base aussi une grosse base aérobie entre 60-70% à basse intensité. Et là, on va passer plus de temps à intensité moyenne, donc on va être sur du 30% à intensité moyenne et seulement du 5% à haute intensité. Ok. Et tu as le modèle au seuil où là, tu passes plus de 60% de ton temps à intensité moyenne. Tu fais pas du tout de haute intensité et tu fais un tout petit peu de basse intensité. Ok. Donc ça, c'est des modèles d'entraînement. Le souci sur les modèles d'entraînement, c'est que c'est de l'observationnel. C'est-à-dire qu'on a pris des athlètes, les athlètes performants, on a été allé voir comment ils s'entraînent, et là on s'est dit, bah tiens, eux, ils sont performants, ils s'entraînent en majorité à basse intensité et temps à haute intensité. C'est de l'observationnel sur des athlètes qui sont performants. Ouais. Et après, on a généralisé ça à tous les athlètes, alors que chaque athlète est différent. Donc, c'est un modèle d'entraînement qui reste un modèle, qui est intéressant, mais qui ne doit pas être le modèle unique. Ouais. Parce que chez certains athlètes, les athlètes qui sont très doués génétiquement, tu peux leur faire ce que tu veux, ils vont progresser. C'est-à-dire que, limite, tu les ferais courir sur les mains et qui progresseraient. Et à l'inverse, tu as des athlètes qui tu peux leur faire n'importe quoi, ils vont pas progresser. Ouais. Hem et de ce que j'ai pu voir, enfin moi en tout cas de l'expérience, c'est que et en ce moment on le met énormément en avant, c'est tout ce travail comme ils appellent, à basse intensité, de base aérobie, qui est vachement popularisé depuis la victoire de Pogacar, au Tour Ouais. de France avec, Inigo San Milan. Alors attention, j'adore Inigo San Milan, j'adore tout ce qu'il fait et tout, mais pour ma part, je pense pas que tu dois ne faire que de la basse intensité. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, l'athlète ne progresse pas. Euh, tu peux le voir de partout. C'est que si tu fais pas des intensités spécifiques, de toute façon, au bout d'un moment, tu vas atteindre un palier. Ou alors, euh, c'est différent entre une population, on va dire, amateur qui va aller s'entraîner entre 5, 10 ou 15 heures par semaine et des athlètes qui vont s'entraîner 30 à 40 heures parce que Et ouais. forcément ces athlètes à 30-40 heures, ils sont obligés de faire de la basse intensité parce qu'au bout d'un moment, ils n'arriveront même pas à assimiler cette haute intensité. Donc c'est pour ça que tout dépend de ton niveau, de tes réponses
au niveau génétique et tout, de comment tu t'adaptes. Et tu peux pas mettre une généralité pour tout le monde. Chez certaines personnes, la polarisation ne va pas marcher, alors que chez d'autres, elle va très bien marcher. Le pyramidal va bien marcher. Enfin, tout dépend du moment et de l'athlète. Et Ok. donc du coup, ça va pas répondre à à sa question, mais Mais au moins, elle sait où aller chercher quelques infos, on va dire. voilà, Donc ça va être cool. Ok, merci à toi. de Il y a une rien. question d'Alex qui est peux-tu nous éclairer sur les crampes? Pourquoi j'ai souvent des crampes alors que je m'entraîne régulièrement? Là, ouais, là, j'ai publié un post il y a pas longtemps sur les crampes. Yes. Heu, alors bon, ça a été, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, j'ai eu pas mal de cours à la fac avec Caroline Nicole quand j'étais en licence, qui était spécialisée sur le cycle étirement détente. Donc on va dire cycle étirement détente pour faire plus, pour populariser un peu plus le terme, c'est tout ce qui est, la pliométrie. C'est-à-dire, c'est contraction, excentrique après une contraction concentrique. Donc ça, c'est à peu près quand tu cours, quand tu descends les escaliers, tu es en excentrique, quand tu montes les escaliers, tu es en concentrique. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le cycle étirement détente. Et Caroline Nicole a vachement travaillé dessus, sur le seuil de fatigue aussi, et sur du coup la survenue de crampes. Et là, il y a eu des travaux récents là, qui sont sortis il y a quelques mois sur le fait que les crampes ne venaient pas d'un déficit en électrolytes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pensent qu'ils ont des crampes parce qu'ils ne boivent pas assez. Ouais. Et généralement, ça vient rarement de là. Tu es rarement sous-hydraté, on va dire. Ok. Ça peut arriver, hein. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est quand même assez rare. Euh, et c'est plus un problème au niveau du système nerveux. C'est-à-dire que quand tu as une crampe, c'est ce qu'on appelle le tétanos parfait, c'est que l'influx nerveux qui va à la fibre musculaire, après ça va tu rentres dans des notions, tout ce qui est synchronisation, sommation spatiale, sommation temporelle, c'est la synchronisation des unités motrices qu'on appelle. Donc Ok. sommation temporelle, c'est l'influx nerveux qui va arriver très vite sur la fibre musculaire, qui va la contracter. Et la sommation spatiale, c'est l'influx qui va arriver sur l'ensemble de l'unité motrice Ok. pour contracter cette unité motrice. Et c'est l'alliance des deux qui va permettre la contraction musculaire. Et quand tu as des crampes, c'est du coup une mauvaise propagation de cet influx nerveux qui va sur la fibre musculaire, qui va la faire se contracter de manière involontaire sans que tu aies envie de le faire. C'est-à-dire que là, Ok. tu n'auras pas d'emprise sur ta contraction. Parce que tu peux, par exemple, tu regardes ton quadri, tu as envie de le contracter, tu arrives à le contracter. Ouais. Et là, c'est ton influx nerveux, donc c'est le cerveau qui va envoyer directement un influx nerveux sur la fibre et qui va la contracter parce qu'il est déréglé. Ok. Donc généralement, ça n'arrive pas sur ce problème d'hydratation, mais plus sur un problème d'entraînement. Et on en revient encore toujours ce seuil de tolérance à la fatigue. Et même s'il s'entraîne bien de manière régulière, c'est qu'est-ce qu'on appelle bien une manière régulière? C'est-à-dire que tu veux faire un marathon, tu vas courir 42 km à une intensité cible. Ouais. Si tu t'entraînes jamais à l'entraînement à faire 40 km à cette intensité cible, le jour de la compète, ton organisme ne sera pas habitué et ça risque de générer des crampes. Ok. Donc c'est là où on revient. Par exemple, tu as du volume d'entraînement et tu t'entraînes sur des séances spécifiques, tu risques moins de développer des crampes qu'une personne qui va aller faire par exemple de la VMA sur du 30-30 et pour préparer un marathon. Ok. Ouais, donc c'est vraiment travail spécifique et repousser, on va dire, ce seuil de fatigue et d'habituer le corps à maintenir un tel effort à une telle intensité, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Et généralement, quand il y a des crampes, c'est vraiment ce souci d'entraînement à la base. Voilà, Ok. Bon, merci beaucoup. de rien. On va passer à la petite question de Benjamin qui demande est-ce que pour préparer un Ironman, je dois faire déjà de la musculation et si oui, est-ce que je la fais en force, en endurance ou alors je fais juste de la PPG? La musculation, pareil, ça a été hyper popularisé là, dans les dernières années, comme quoi le travail de force maximale permettait de s'améliorer. Donc oui, c'est vrai. Par contre, il permet de s'améliorer, mais c'est sur des pourcentages assez faibles, hein. C'est de l'ordre de 1 à 3%. Donc Ok. c'est pas énorme. Mais pour réussir à t'améliorer, en gros, quand tu vas faire de la force max,
tu vas améliorer ton système nerveux. Donc, c'est un peu, si on prend avec les crampes, ça peut aider à ne pas avoir de crampes. Ok. Mais si tu veux t'améliorer dans ce domaine-là, donc il faut faire de la force max sur une base minimale de 2 entraînements en force max par semaine. Chez des athlètes amateurs, réussir à dégager 2 fois. Alors, sur de la force max, l'inconvénient, c'est que tu fais des répétitions, tu n'en fais pas beaucoup, mais tu prends énormément de récupération. Et ouais. Donc, du coup, la séance, elle dure longtemps parce que tu prends beaucoup de récup. Donc, on va dire c'est environ 1 heure et demie. Ok. Donc, tu dois faire ça 2 fois par semaine. Le souci, c'est que déjà, quand tu as ton temps de compter, il vaut mieux aller courir 1 heure et demie ou faire 1 heure et demie de vélo plutôt que d'aller faire 1 heure et demie de musculation. Parce que Ok. donc, d'un côté, tu vas progresser, on va dire, dans le meilleur des cas, entre 1 et 3%, donc ce qui est déjà pas énorme. Mais si tu veux que cet entraînement il serve, il faut que tu le fasses toute l'année. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrêtes, ne serait-ce que 2 semaines, tu perds toutes les adaptations que tu as eu du mal à mettre en place. Donc, Pas rentable. on va dire, voilà, moi je fonctionne souvent en bénéfice pour l'athlète, la rentabilité, voilà, comme tu dis, la rentabilité. Et ben, est-ce que c'est rentable pour un athlète amateur de faire de la musculation? Moi, je leur dis tout le temps non. Je Ok. préfère que tu remplaces cette heure et demie à aller courir ou faire du vélo. Ça va être certainement plus utile que d'aller faire de la musculation, qui en plus tu vas devoir en faire toute l'année. Pour faire de la musculation, c'est de la force max. Quand tu vois le prix de la fonte et tout, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent avoir une presse, une barre à squat guidée chez eux avec autant de poids. Ouais. Parce que quand même, des fois, il faudrait avoir sur des squats, des fois, tu peux monter à 180 ou 200 kilos, quoi. Donc, il faut les acheter, ces poids-là, hein. Ouais. Ouais. Voilà, il faut avoir la place et tout. Donc, si tu dois aller en salle, c'est-à-dire que déjà, tu as 1 heure et demie De une heure et sport demie plus le de sport, plus transport. le transport, te changer, enfin, ainsi de suite. Donc, tu perds énormément de temps. Alors, oui, chez les athlètes de haut niveau dont c'est le métier, je trouve ça professionnel, c'est important à faire. Chez les athlètes amateurs, moi, je le déconseille vivement, il y a autre chose à faire. Par contre, attention, là, je parle de force, qui est différent de se dire, c'est vrai que c'est important de conserver, on va dire, deux fois par semaine du travail en proprioception sur Ok. tous les aspects lombaires, les aspects, la sangle abdominale, euh, même du TRX, c'est intéressant pour la natation. Je trouve que c'est un outil vraiment top. Mais voilà, c'est 2 fois par semaine, du travail, voilà, flexibilité, mais on ne va pas sur du renforcement. Et ça ne sert à rien d'aller faire des squats, de la chaise et quoi que ce soit, parce que de toute façon, tous ces aspects musculaires sur les membres inférieurs, tu vas les travailler Ouais. sur le vélo, tu vas les travailler en courant, et c'est du travail spécifique. Par contre, Ok. voilà, tout ce qui est important, c'est de rendre ton corps, ouais, presque dire indéformable, c'est de réussir à avoir tous les aspects sangle abdominale, lombaire, dorsaux, qui soient les mieux adaptés pour justement prévenir les blessures. Ok. Et ces séances-là, en termes de temps, ça représente quoi? 20-25 minutes en fait? Ouais, c'est ça, ouais, Ok. même 10 minutes, hein, si tu fais 10-15 minutes tous les 2 jours, c'est déjà très bien, quoi. Ouais, Et, j'imagine. déjà, il faut avoir le temps parce que, alors, enfin, moi, quand je vois tous les athlètes du groupe, c'est hyper timé au niveau par rapport au travail, à la famille, le sport. Il faut les placer, quoi. Ouais. Donc, il y a ça. Et souvent aussi, ouais, je préconise la corde à sauter, qui est un super exercice de renforcement, que ce soit au niveau des ligaments, des tendons, des muscles, des os. Et 6 minutes 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant, quoi. Ok. Bon, ce sera une bonne astuce à retenir du coup pour cette partie-là. Merci, Mm. merci à toi. Il y a Pierre qui nous demandait que penses-tu de l'entraînement sur tapis de course, sachant qu'il habite dans un endroit où il fait froid. Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce qu'il perd en performance plutôt que d'aller courir dehors? Alors moi, je l'utilise aussi beaucoup, le tapis roulant. Alors, j'habite pas une région où il fait froid.
Ouais. Donc je suis pas loin du Mont Ventoux, comme ça permet de situer un peu là où j'habite. Quand on parle du Mont Ventoux, tout le monde le connaît, donc ça c'est bon. L'inconvénient, c'est qu'on a beaucoup de Mistral Ouais. et des fois, c'est pas simple de faire des séances qualitatives, quand il y a un Mistral, bah, là, par exemple, aujourd'hui, il doit souffler en rafale à 80 km/h. Sympa. Voilà, alors c'est bien de s'habituer, hein, moi quand j'ai j'ai des athlètes qui m'envoient des messages, ils me disent: «Ouais, il y avait du vent aujourd'hui, il y avait 30 km/h». Je fais: «Oh mais 30 km/h, c'est une brise». Parce que c'est vrai qu'on habite au pays du Mistral, bah, 30 km/h, c'est pratiquement tous les jours. Donc Ouais. donc ça, on s'habitue et ça permet de rendre plus fort en vélo, je trouve. Enfin, moi j'aime bien le vent, donc forcément, voilà. Il vaut Mais mieux du coup. oui, il vaut mieux, ouais. Bah, il faut s'habituer, puis en compète, du coup, bah, ça te permet heu, de bien apprendre, à l'utiliser. Voilà. Mais Oui, toi, oui. tu as du vent aussi par chez Ouais, toi, donc c'est, ouais, en ce moment, en plus du côté de Toulon, on va dire que ça souffle plutôt bien. ouais, voilà, bah, on est à peu Et près dans le même couloir. J'avais peut-être un peu plus, que je toi, mais pense. mais Ouais, Toulon, c'est pas mal aussi, hein. J'habitais pas loin avant. J'habitais à Aubagne et c'est vrai que ça s'ouvre bien aussi, quoi. ouais, ouais, franchement, c'est par cycle. On est Mmh, souvent amené à prendre le vent. c'est ça. Comme tu dis, Donc ça voilà, alors change. le tapis, c'est mieux que de ne pas pouvoir s'entraîner. Ok. Donc je vais pas dire que c'est alors je suis pas un partisan de faire beaucoup de travail indoor, mais il vaut mieux faire ça que de pas pouvoir s'entraîner ou pas pouvoir s'entraîner correctement. Parce que moi j'ai des athlètes dans le Jura, heu, l'hiver c'est hyper compliqué de faire des séances quoi, où Ah ouais. ils habitent à la montagne, bah, le tapis roulant c'est quand même une aide précieuse. Et puis quand moi je l'utilise beaucoup le tapis roulant, parce que j'ai les enfants à la maison et que du coup j'ai le tapis roulant et je suis à la maison et la nuit, enfin moi j'habite dans un petit village donc c'est pas super bien éclairé. Donc tu restes avec les enfants, ils sont à côté de toi, tu es sur le tapis roulant et au moins, tu peux être, allié avec la famille et tout ça, même si tu es en train de faire le tapis, mais tu es dans la maison quoi, au niveau sécurité, s'il se passe un truc, tu es là. Donc voilà, le tapis, c'est bien. Après, c'est vrai que ça réduit la force que tu développes au sol. C'est-à-dire que sur un tapis roulant, c'est le sol qui se déroule en dessous de ton pied, Ouais. alors que sur la route, bah, c'est toi qui appliques une force au sol pour te propulser. Donc c'est à ce niveau-là où c'est moins qualitatif. Alors c'est vrai que normalement on met une pente à 1,5 sur le tapis pour essayer de compenser ça, mais ça compense pas vraiment quoi. Mais c'est Ok. pareil, si tu parles home trainer, c'est la même chose. Là, il y a eu pas mal d'études en plus qui sont sorties. Bon, ils ont défoncé des portes ouvertes, mais ils ont montré que la puissance sur le home trainer, c'est pas la même que la puissance en outdoor. Ouais. Donc ça, on le sait depuis longtemps. C'est vrai que tu as moins de contraintes à l'avancement, donc forcément la puissance est moindre. Mais en plus, c'est que quand tu t'améliores sur le home trainer, et ben ça se retranscrit pas forcément en outdoor, quoi, parce que c'est pas la même force qui est développée. Désolé pour tous ceux qui adorent le home trainer. Il y en a, ils vont être déprimés à la fin de l'épisode. C'est ça. Ok, merci à toi. Et un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, au tout début, tu en as un petit peu parlé, mais c'est une question de Gaëtan qui demande comment testes-tu la nutrition sur tes athlètes? Heu, alors déjà, je teste les protocoles sur moi. Après les avoir testés sur moi, je les utilise avec les athlètes. Alors c'est pas des tests, hein, c'est des entraînements. L'entraînement nutritionnel, c'est comme l'entraînement physique. Ok, C'est-à-dire que si tu veux réussir, alors en ce moment, il y a beaucoup de travaux sur l'apport en glucides à l'effort de longue durée, donc entre 90 voire 120 grammes par heure. Si tu veux réussir à ingérer 90 à 120 grammes par heure, c'est un entraînement nutritionnel, enfin un entraînement de l'intestin, un entraînement de l'estomac. C'est-à-dire que c'est un fil rouge toute l'année où tu apprends ton organisme à tolérer cette dose massive de glucose. Si tu ne le fais pas et que tu veux prendre en compétition 90 grammes sans t'être entraîné avant, bah, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est avoir des troubles gastriques. ok, Donc normalement, pour t'adapter à 90 grammes, c'est au minimum 4 semaines d'entraînement à raison de 2 fois par semaine à prendre 90 grammes par heure. par heure. Même Si sur tu des séances à basse intensité, par exemple. Enfin, tu Ouais, sélectionnes deux séances ou tu te oui. dis, voilà, ok.
Ouais, alors là, enfin, c'est assez compliqué. Moi, je travaille en, je travaille en périodisation nutritionnelle. Ok, C'est-à-dire qu'en fonction des séances, je préconise l'apport nutritionnel que doit avoir l'athlète. Donc, périodisation nutritionnelle, il y a des choses simples comme aller courir à jeun. Donc, ça, ouais, ça fait partie de la périodisation nutritionnelle. Des jours en low carb, par exemple, me- là, quand tu es à basse intensité sur ta journée, tu peux très bien avoir une journée où tu ne manges pas du tout de glucides. ok, Des jours à gros entraînement, tu es en apport en high carb, c'est-à-dire que tu apportes X grammes par kilo toutes les heures. ok, Donc, c'est des doses massives, mais ça permet de faire ton entraînement. Sur certaines séances à haute intensité, les athlètes commencent à prendre les glucides au bout de 30 minutes, ou sur d'autres séances, moi je les fais commencer à 1h30, à 3 heures. J'ai des séances où même des fois pendant 4 heures ils prennent pas de glucides. ok. Euh, voilà. Ouais, Euh, donc c'est vraiment un travail de fond, oui, mais ouais. c'est vraiment un élément qui fait partie de la performance et de l'entraînement, quoi. C'est pas à tester, comme on peut entendre des fois, bah, teste une fois sur une séance et puis tu verras bien Ah si non, tu supportes les gels, quoi. ah non, si l'athlète fait ça, c'est le meilleur moyen pour qu'il dise ça, mais ça marche pas. Et ouais, Donc ouais, ça marche pas parce que je l'ai fait qu'une fois. Euh, voilà, c'est comme l'entraînement. Si tu t'entraînes pas tous les jours, ben, t'es pas performant. Ben, la nutrition, c'est exactement la même chose. Alors moi, je travaille beaucoup sur toutes les notions de flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique, c'est la capacité de l'organisme à utiliser les carburants issus de l'alimentation pendant l'effort. C'est-à-dire que sur endurance, que ce soit sur Half ou sur Ironman, tu as quand même une grosse prépondérance des lipides. C'est-à-dire si t'apprends pas l'organisme à utiliser les acides gras libres à l'effort, tu seras moins performant. Tu peux, même en apportant 90 à 120 grammes par heure, tu ne compenses pas les pertes que tu vas avoir sur un Ironman. ok, Donc, c'est-à-dire que si tu n'optimises pas cette flexibilité métabolique, cette capacité à utiliser différents carburants, que ce soit les glucides ou les lipides à l'effort, et ben, tu passes vraiment à côté de quelque chose qui va te permettre d'être performant sur endurance et ultra endurance. ok. Donc il faut optimiser ces, cette capacité-là. Ok, bah franchement super intéressant d'avoir ton retour sur ce sujet et de voir l'importance justement de la nutrition sur ces athlètes. Et dans un podcast que j'avais fait avec Yannick, justement, il me disait qu'une fois il avait fait une hypo. Et ce qui avait été un peu relevé avec toi, c'est que c'est pas l'alimentation pendant l'effort qui avait été mauvais, mais le fait que la veille il avait moins bien mangé et du coup en fait il avait pas ses réserves, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que tout à l'heure je disais que on travaille avec un nutritionniste parce que pour moi il avait un déficit énergétique, hein. Ok, Donc on en parle beaucoup, mais quand tu t'entraînes énormément, les athlètes d'endurance souvent des fois ils veulent perdre du poids. Donc la première notion c'est tu dis ah super, bah, du coup, je suis plus performant, je suis moins lourd, je vais plus vite, hein. Mais le revers de la médaille, c'est qu'au bout de quelques semaines, après, tu engendres de la fatigue ouais, et tu es moins performant. Et là, il y a eu une étude de cas qui est sortie il n'y a pas longtemps là, sur un athlète norvégien qui, du coup, était à haut niveau en ski de fond et n'était plus du tout performant, et ils ont repris son entraînement à zéro, et dedans ils montrent que le souci c'est que l'athlète s'était mis à faire du low carb sans que ce soit périodisé, et ça l'a fait énormément régresser ok, dans sa pratique. Donc moi je suis vraiment hyper attentif à ça, parce que c'est le syndrome qu'on appelle, c'est le RED-S. C'est ouais, un déficit énergétique, et il faut vraiment être attentif à l'apport que tu as en fonction de ta charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un effort, tu sais le nombre de kilocalories que tu vas utiliser, et de là, il faut le compenser, quoi. Il faut ok, pas que tu sois en déficit, il faut le compenser pour y arriver. Donc, avec Yannick, on travaille vraiment là-dessus avec un nutritionniste à côté où je lui ai fait tout le plan de la périodisation, et chaque jour, en fonction des entraînements, qu'est-ce qu'il faut manger avant, pendant, après. ok. Et Ouais, donc pour ça te fait réussir progresser, à quoi. ça.
Ouais, bah, après tu vois t'as les Norvégiens qui en parlent aussi. Tu vois Blumenfeld, on va dire que c'est pas le modèle de c'est pas un Kényan quoi. Non, on est d'accord. Limite, des fois il fait même un peu gras Ouais, et c'est pas ce qui l'empêche d'être performant sur distance Ironman. Tu prends un Lionel Sanders, on va pas dire qu'il est spécialement maigre non plus quoi. ouais, Voilà, non, non, c'est heu sûr. et sur Ironman, voilà, justement leur entraîneur, il en parlait la dernière fois, Eden et Blumenfeld, où il disait que c'était hyper important de compenser toutes les pertes qu'il y avait. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais identifié dès cet été avec Yannick, et c'est pour ça qu'on est parti voilà, avec ce nutritionniste parce que moi, je suis pas nutritionniste, donc je ne sais pas composer une assiette. Je Ouais, pourrais te dire, dans cette assiette, il y a tant de grammes de glucides. Enfin, j'ai pas envie de me former là-dessus parce que c'est pas mon boulot, quoi. ok. Je veux pas être nutritionniste. Et voilà, donc les gens le font très bien et c'est important parce que donc on a fait tout ce bilan nutritionnel sur Yannick et il s'avérait vraiment qu'il était donc en déficit, ouais. Ok, ouais, donc il y a bien, on voit bien que c'est un équilibre, comme tu disais un peu au début, le triathlon, c'est un équilibre de vie globale. Faut être heureux dans sa vie perso, faut être heureux aussi au travail, etc. Et là, on sera Oui. bon à l'entraînement, mais on voit bien aussi que tout ce qu'on fait à côté, manger, boire, etc., ça a aussi un impact sur la performance, quoi. Ah oui, bah ouais, que c'est une approche globale. De toute façon, c'est un peu le yin et le yang, quoi. C'est l'équilibre de tout. Ouais, super, super intéressant. Et on va finir par une question de Margot, qui demande comment elle peut augmenter son volume d'entraînement, sachant que désormais elle pense qu'elle a passé une étape. Et elle a une volonté d'augmenter ce volume. Est-ce qu'elle peut doubler son volume du jour au lendemain ou est-ce qu'il faut augmenter pourcentage après pourcentage? Bah, je lui conseille d'aller lire sur mon blog, j'ai un article dessus sur, le ratio de charge entre la charge aiguë et la charge chronique. Ok, Si tu doubles ton volume d'entraînement, c'est le meilleur moyen pour te blesser et c'est pour ça, par exemple, moi, je propose pas de stage d'entraînement. Quand les athlètes veulent faire un stage d'entraînement, je suis hyper réticent, parce que si on progressait en une semaine de stage, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on on ferait qu'une semaine par an et on serait super bon. Mais ça, malheureusement, ça marche pas comme ça. L'entraînement, c'est à l'année, sur plusieurs années, et en étant le plus régulier possible, avec une charge consistante. Et c'est pas une semaine qui va changer les choses. Et ça peut changer les choses, mais plutôt de manière négative. C'est-à-dire qu'un athlète qui est, on va dire, amateur, qui s'entraîne 10 heures par semaine, d'un coup, il va aller faire un stage avec une structure d'entraînement qui va lui proposer 20-30 heures d'entraînement dans la semaine. Et là, il va doubler, voire tripler sa charge. Et généralement, ben, ils sortent de ce stage, ils sont cuits, et ouais, des fois, ils se blessent, et en plus, ils ne progressent pas. Donc c'est pour ça que j'attire toujours l'attention sur le fait que, il faut vraiment faire attention à ces ratios de charge et ne pas vouloir trop augmenter d'un coup. Alors certes, le volume d'entraînement, il est utile, mais il est utile quand on l'augmente progressivement. Donc des étapes, d'abord augmenter 5 pendant, 2 à 3 semaines, 10 et ainsi de suite. Y aller progressivement et par exemple sur l'application Nolio c'est bien fait pour ça, ils ont cette notion c'est ACWR, donc ACWR, c'est le ratio de charge entre ta charge aiguë, donc la charge que tu as fait pendant la semaine, en rapport avec la charge chronique, donc la moyenne de la charge des 4 dernières semaines. Et là, tu les ok. confrontes et tu essaies de rester le plus stable possible. Donc là, tu peux augmenter par exemple de 5% et sur l'appli, tu pourras suivre cette évolution pour augmenter progressivement ta charge. Plus c'est augmenté progressivement et plus tu as de chances de ne pas te blesser et surtout de progresser. Ouais, Voilà. c'est sûr. Ok, bah, merci pour cette réponse à cette dernière question de nos auditeurs. J'ai pas pu toutes les relever, mais je pense que dans la globalité, on a traité quand même pas mal de sujets. Donc c'était Oui. vraiment très enrichissant. Et moi, j'ai deux questions pour finir, toujours sur ces petits épisodes. La première, c'est quel est ton meilleur souvenir en coaching et que préfères-tu là-dedans? Alors là, tu vois, c'est les questions que j'ai du mal à répondre parce que j'ai plein de bons souvenirs en coaching et je voudrais pas, par rapport à tous les athlètes que j'entraîne, que j'accompagne, je voudrais pas qu'on croie que j'ai des préférences plus pour l'un que pour l'autre.
Et je suis hyper content de toutes les performances qu'ils réalisent quand ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont fait vraiment plaisir. Un truc qui me restera gravé, c'est la première fois où j'ai un athlète qui s'est qualifié à Hawaï. Ouais. Et donc ça remonte, hein, c'était en 2003, tu vois. Donc ça remonte maintenant. C'était à cette époque-là, voilà, se qualifier pour Hawaï, c'était quand même assez fort. Et puis voilà, après derrière, je vis pas mal de choses super cool avec Yannick aussi, où on s'entend bien. Et puis il a fait des gros trucs sur Ironman. Steven, son premier Iron avec un 2h41 son marathon, on va dire que voilà, c'est fort. Je peux me rappeler aussi Arthur Orso, premier podium en pro sur 70.3. Ouais. Enfin, j'ai plein de souvenirs comme ça. Benoît Bigot qui sort deuxième de l'eau à l'Ambraman. Et le titre de champion du monde de Mathieu à Zofingen l'année dernière. Enfin, c'est tout des choses qui peuvent marquer un entraîneur, mais il faut pas relever que les performances comme ça. Il y a tout derrière, toute cette relation avec les athlètes au quotidien et où on s'entend bien et où on progresse ensemble. Et c'est aussi c'est des moments qui sont toujours agréables, hein. Quand un athlète est content parce qu'il a progressé. Tu vois, ce matin, j'analysais des tests et l'athlète, il a vachement progressé. Et là, bah, tu es super heureux pour lui. Donc, tu vois, avoir un seul souvenir à mettre en avant, c'est compliqué. Ouais, Ouais. j'imagine. Mais on voit que c'est une globalité et c'est main dans la main avec l'athlète et c'est ça que tu retiens au fur et à mesure, quoi. C'est ça, exact, hein. Au top. Et la dernière, c'est plus toi en tant qu'athlète. C'est vraiment la question mythique du podcast. C'est lors d'une séance d'entraînement difficile en tant qu'athlète, tu te dis quoi? Ah, mon entraîneur est méchant. Tu t'en veux à toi-même en fait. Bah, pareil, là, c'est difficile à te répondre parce que quand je fais des séances d'entraînement, souvent, bon, alors il y a une part pour moi pour progresser, mais il y a beaucoup de séances que je fais depuis des années maintenant où c'est pour les tester, pour les athlètes de ce qu'ils vont ressentir. Et Ok. ça fait plus la même approche, hmm, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ouais, tu peux te poser quand même la question quand tu fais des séances dures, c'est pourquoi? Pourquoi je fais ça? Voilà. Ok. Bon, au top. Merci à toi pour cette réponse. Franchement, le podcast était super enrichissant, super. C'était un bonheur pour moi de partager ce moment avec toi. Donc, C'est gentil. merci beaucoup. Et surtout, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver du coup? Alors sur mon site internet, ksendurancetraining.com, et après Yes. sur Insta, sur Facebook. Voilà. Là dernièrement, j'ai lancé une newsletter du coup qui est payante. Alors j'ai eu pas mal de questions. Pourquoi? Bah comme ça au moins je peux répondre à l'oral. Vas-y, c'est le moment. Non, non, c'est juste parce que, à un moment, j'arrivais plus à écrire des posts, gratuits parce que on me l'a enfin, j'ai beaucoup d'entraîneurs qui m'ont souvent reproché de trop donner d'informations sur mes posts. Des athlètes que j'entraîne en me disant: «Ouais, mais là, tu leur donnes les clés de ce qu'on fait», et du coup, là, comme, écrire un article, ça me prend, tu vois, là, le dernier, il a dû me prendre 15 heures. Et je me dis: «Bah, de les mettre payants, du coup, moi, ça me libère de réussir à écrire ce que j'ai envie d'écrire. Ouais, J'adore écrire des articles, c'est le truc que je préfère, peut-être même encore plus qu'entraîner. Et du coup, en faisant cette démarche-là, c'est plus me dire, bah, voilà, j'écris ce que j'ai envie, et ceux qui ont vraiment envie de le lire, bah, ils peuvent prendre l'abonnement, et s'ils veulent pas le lire, bah, ils sont pas obligés de le prendre, quoi. c'est ça. Voilà. Et ça me permet de ne pas avoir l'impression de travailler aussi pour rien, parce que c'est quand même un investissement en temps, Ouais, et de le mettre accessible à tout le monde. Je l'ai fait beaucoup, hein, parce que je le fais depuis 2012. J'ai publié énormément d'articles, et là je me dis, bah, c'est c'est le temps de passer à autre chose. ok. Voilà. Bah, t'as bien raison, franchement, si toi tu te retrouves là-dedans et je vois ce qui se cache derrière, donc si tu trouves toute une cohérence et apporter du contenu qualitatif, j'invite tout le monde à aller découvrir ça du coup, et puis de toute façon je mettrai les liens dans la petite description.
Donc, Merci beaucoup. tout sera En tout bon. cas, Merci à toi, en tout cas. merci de ton invitation et merci pour toutes ces questions. Avec grand plaisir. Et puis, peut-être qu'on se croisera, du coup, sur les routes, pas très loin, au pied du Mont Ventoux ou quoi. Voilà, si un jour tu as envie de monter le Ventoux, hésite pas. Voilà. Avec plaisir, au top. Bah, merci à toi et puis à la prochaine. À bientôt. Euh, Ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai énormément appris tout au long de ce podcast et je me rends compte qu'il existe de nombreuses façons d'aborder l'entraînement. Pensez à noter le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup les sportifs et à très vite. Ciao.